Tout au long de ce chapitre, nous avons vu que le dialogue entre républicanisme et libéralisme est en définitive une réflexion sur la place du politique et plus particulièrement la place des citoyens dans leur relation aux politiques. Si on avait finalement opposé libéralisme et républicanisme, on pourrait le faire à partir de deux termes, délégation versus participation. Dans le cadre du libéralisme, le mécanisme de représentation est essentiellement compris comme étant un mécanisme de délégation qui permet aux citoyens de ne plus se préoccuper, ou le moins possible de se préoccuper de la gestion des affaires publiques, jusqu'à savoir si le vote lui-même ne devrait-il pas rester libre, comme dans la plupart des pays, mais par différence avec le caractère obligatoire chez nous, puisque c'est encore imposé aux citoyens de devoir se préoccuper du politique au moins le jour de sa représentation. S'il veut ne pas s'en préoccuper, il devrait pouvoir s'en détourner et ne pas devoir perdre un dimanche matin. La question donc de l'obligation de vote est une illustration de cette tension entre libéralisme et républicanisme, le républicanisme valorisant au contraire l'idée que le citoyen doit être partie prenante de la discussion politique, que c'est à la fois un droit, effectivement, qui doit lui être garanti, comme le fait le libéralisme dans les droits fondamentaux, mais c'est aussi une dimension de responsabilité, de devoir à l'égard de l'ensemble de la collectivité, de se préoccuper du bien commun. Et donc, il s'agit finalement, à travers cette critique républicaine du libéralisme, de plaider pour un retour du politique comme préoccupation collective de l'ensemble de la société, une conception du politique qui ne se limite pas à la seule gestion, mais qui soit le lieu où la société se donne un projet collectif, le lieu où la société, à travers ses institutions, exprime une volonté aussi raisonnable que possible. Alors, cette forme de participation citoyenne, c'est un thème que l'on entend de manière fréquente ces dernières années et qui, d'ailleurs, agit en réaction face à la perte de confiance assez généralisée des citoyens envers le politique. Perte de confiance qui est aussi, pour les républicains, une conséquence de cette délégation que favorise le libéralisme. Et d'autant plus qu'on a assisté au cours des 50 dernières années à ce qu'on a appelé une dépilarisation de la société belge. Historiquement, la société belge était construite autour de piliers et les partis politiques en général étaient la pointe politique, la pointe dans le système de pouvoir de mouvements plus larges qui comportait également un syndicat, comportait une mutualité, comportait souvent aussi une conception de l'école, le lien avec l'Église pour le monde catholique par exemple, et toutes les institutions scolaires dont notre université de Namur, face aux piliers plus laïques de l'autre côté. Mais à la fois, c'est un monde extrêmement cloisonné, sur base de clivages qui nous paraissent aujourd'hui largement dépassés, mais qui avait l'avantage d'inscrire les partis politiques dans des mouvements plus larges, dans une action citoyenne. Aujourd'hui, les partis politiques doivent réinventer leur lien avec les citoyens. Ils se sont déconnectés assez largement, et encore dans d'autres pays, il y a une moins grande proximité que chez nous, où les élus locaux gardent quand même une emprise sur le terrain, une assise locale importante. Mais il y a perdu ce lien fort entre des partis politiques et des mouvements citoyens plus larges qui permettait d'assurer un ancrage du politique dans la société. On est vraiment au comble du modèle libéral de partis politiques qui apparaissent comme étant des instruments de gestion du pouvoir, devant rendre un service, dans le meilleur des cas, devant rendre un service aux citoyens, leur permettant donc de se préoccuper de leurs affaires privées, et donc tout pour aller bien, en quelque sorte, les citoyens avaient le sentiment que ce service était efficace, mais justement, aujourd'hui, il y a davantage un sentiment d'inefficacité du politique qui, du coup, crée cette méfiance des citoyens vers le politique, méfiance d'autant plus importante que le lien est rompu. Une efficacité qui s'explique, nous l'avons vu également, en partie par l'inadéquation entre un système politique qui reste relativement localisé, ancré dans un territoire national,
et une réalité économique désormais largement mondialisée, dont les contraintes dès lors pèsent sur les autorités politiques, elles-mêmes mises en concurrence, les États eux-mêmes mis en concurrence les uns avec les autres, ne permettant plus dès lors aux politiques d'être un lieu de définition d'un projet commun, un lieu de définition d'un projet de société, mais étant plutôt une force d'adaptation face à des contraintes qui s'imposent à nous en vue de préserver, par exemple, la compétitivité de notre économie et l'équilibre de nos finances publiques. Alors quel est le remède? Quel est le remède? C'est donc, d'un point de vue républicain, certainement une participation citoyenne plus importante, une place des citoyens plus grande dans le processus politique, ou en tout cas une préoccupation des citoyens, un intérêt, une culture citoyenne plus tournée vers la gestion des affaires publiques, vers la responsabilité collective, vers le politique en tant que tel. Alors, souvent, on comprend que cette participation citoyenne, ça doit prendre la forme d'une démocratie plus directe que celle que nous avons aujourd'hui, qui est donc une démocratie dite indirecte, parce que le pouvoir politique est exercé indirectement par des représentants au travers de l'élection et qui leur donne leur légitimité. Et c'est vrai que les cités républicaines auxquelles il y a parfois une forme de référence un peu mythique, qui sont les petites cités grecques, les petites cités italiennes de la Renaissance, permettaient souvent une action très importante, très directe des citoyens. Mais on a déjà pu voir que la définition même de citoyen n'englobait pas nécessairement toute la population, loin s'en faut, et donc là on avait déjà quelque chose qui remettait en question le modèle aux yeux de l'idéal démocratique et égalitaire que nous avons aujourd'hui. Mais surtout, c'était des petites communautés politiques, où le nombre de citoyens était relativement restreint, où la complexité des problèmes auxquels le pouvoir politique faisait face était, en tout cas en comparaison aux problèmes actuels, eux-mêmes une complexité nettement moins importante qu'aujourd'hui. Et dès lors, la démocratie directe, la participation directe des citoyens était plus aisée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que, vu la complexité de nos sociétés, vu la multiplicité des enjeux, vu la taille de nos communautés politiques aujourd'hui, cette participation directe des citoyens n'est pas finalement l'application du cadre républicain en tant que tel. En fait, il faut être extrêmement nuancé sur cette question. Il est clair que ce que l'on représente souvent comme étant l'image même de la démocratie directe, à savoir le référendum, si on voit ce que cela donnait ces dernières années lorsque ça a été mis en œuvre, pensons par exemple au Brexit en Angleterre, il n'est pas du tout évident que l'on a eu un cadre qui a favorisé une délibération publique qui soit une forme d'intelligence collective. Les référendums, souvent, dit-on, répondent à une autre question que celle à laquelle les citoyens étaient invités de se répondre. Mais d'un autre côté, on voit que les exemples suisses, où là il y a une culture profonde de la démocratie citoyenne, une démocratie plus directe, sont plus heureux. Donc je dirais que c'est une réponse nuancée. Et ce qui compte, en fait, d'un point de vue républicain, à mon sens, en tout le moins, ce n'est pas tant de savoir quelle est la forme directe de la participation citoyenne ou une forme autre. Ce qui compte, c'est de favoriser une démocratie, certes participative, mais surtout délibérative. On l'a vu, pour le républicanisme, le propre de la délibération politique, c'est qu'elle doit être un exercice collectif de la raison. Ça doit être la manière dont la société rend davantage raisonnable sa volonté collective. Et dès lors, les formes de participation citoyenne promues, mises en évidence, doivent être jugées à l'aune de cet objectif. Est-ce que la participation citoyenne, la forme particulière qu'elle prend, favorise une démocratie davantage délibérative, favorise le caractère plus raisonnable, la dimension plus proche d'une préoccupation de l'intérêt général et du bien commun, que d'autres mécanismes. Et donc, souvent, les référendums peuvent, une démocratie directe, si elle n'est pas préparée par un contexte culturel qui favorise la délibération, qui favorise cette prise en compte du bien commun, eh bien, cette démocratie directe, elle peut être au contraire le comble du triomphe des intérêts particuliers, le comble du triomphe de la volonté de la majorité contre la volonté de la minorité. Si chacun exprime simplement de manière finalement non médiatisée par le débat, parce que justement le référendum met
les citoyens face à une question sans les avoir suffisamment outillés des compétences, des capacités, des informations nécessaires pour qu'ils répondent de manière pertinente à la question, alors finalement nous sommes aux antipodes de l'idéal républicain d'une délibération publique. Mais ça n'empêche que de nombreux autres types de mécanismes peuvent être invoqués. On parle parfois des panels de citoyens tirés au sort. C'est certainement des propositions à mettre en perspective dans le cadre de cette critique républicaine du libéralisme. Et ça peut être une manière de favoriser une implication plus grande de citoyens, pas forcément de tous les citoyens, mais là en tout cas de citoyens, et de créer en tout cas une culture délibérative plus importante dans la société. Il y a d'autres modes. Les citoyens peuvent être consultés sans avoir le pouvoir de décision ultime. Il peuvent y avoir sur le plan local une implication plus directe des citoyens. Les partis politiques peuvent inventer d'autres manières de créer de l'animation et du lien direct avec les citoyens. Donc les dispositifs peuvent être multiples et l'imagination mérite d'être au pouvoir en la matière tant l'enjeu est important. Mais ce qui compte, en définitive, ce n'est pas tant les procédures en tant que telles, ce n'est pas celle-là qui va caractériser que nous soyons dans un cadre républicain ou libéral, c'est à mon sens essentiellement la culture citoyenne qui existe dans une société donnée. Est-ce que nous sommes dans un cadre culturel où les citoyens, mais aussi les représentants, ont une préoccupation commune du bien commun, de l'intérêt général, ou est-ce qu'au contraire, conformément à ce qui est légitime dans un cadre libéral, leur préoccupation est la défense de leurs intérêts individuels et l'élaboration de compromis simplement entre individus plutôt et entre intérêts, dès lors entre groupes d'intérêts également, plutôt que l'élaboration d'un bien commun qui transcende la diversité de ces intérêts. Et donc, de ce point de vue-là, la démocratie directe peut être tout à fait une solution pertinente lorsque ce contexte culturel est présent. Là où par contre, juste dans des sociétés où le contexte culturel n'y est pas prédisposé, n'est pas aussi favorable à la prise en compte du bien commun, le recours à des procédures, le recours à des systèmes institutionnels qui vont favoriser justement par les contraintes procédurales qui vont être mises en place le fait de prendre distance par rapport à ses intérêts particuliers, le fait d'être forcé de délibérer, le fait de mettre sur l'avant-scène les arguments les plus raisonnables possibles peut, à l'encontre de la démocratie directe, peut au contraire favoriser une meilleure délibération et donc être en ce sens plus républicain que le recours à des mécanismes directs. Pensons notamment donc à des procédures qui favoriseraient le fait que les représentants politiques ne défendent pas que les intérêts de leurs électeurs ou que d'une partie de la population, mais soient davantage incités par les procédures elles-mêmes à se préoccuper de l'intérêt général. Un exemple concret est tout le débat qu'il y a aujourd'hui autour de la circonscription fédérale. Il est exact que le fait que les représentants francophones d'un côté, les représentants flamands de l'autre, ne sont élus que par les électeurs d'une seule communauté, ne les incite pas à prendre en compte les intérêts de l'ensemble du pays, de l'ensemble des citoyens. Mais au contraire, puisque moi, élu de telle communauté, je n'ai de compte à rendre qu'à les électeurs de ma propre communauté, il est normal que je sois incité à ne défendre que les intérêts de cette communauté-là. Là, on voit bien comment la procédure elle-même, la manière dont nos institutions sont définies, favorise ou non la prise en compte de l'intérêt de tous, du bien commun, de l'intérêt général, ou au contraire incite les élus à défendre les intérêts que d'une partie de la population. Voilà typiquement le type de débat illustré par cette tension entre républicanisme et libéralisme. Donc c'est finalement cette réflexion sur le rôle du politique, la manière dont celui-ci doit permettre l'élaboration d'un projet commun et du bien commun, ou bien au contraire être le lieu de l'affrontement des intérêts particuliers et de la recherche d'un équilibre aussi juste que possible, aussi équitable que possible, entre des intérêts qui restent irréductiblement irréconciliables.